Chers amis du cercle Aristote, bonjour. Comme vous le savez, j'ai la passion de vous faire rencontrer des gens que vous ne verrez peut-être pas ailleurs, ou en tout cas qu'à mon sens, vous ne verrez dans pas assez d'endroits. Donc, c'est le cas aujourd'hui, vu que je vous présente quelqu'un. Je vous présente un jeune auteur qui a sorti un ouvrage qui, qui mérite qu'on le discute dans la galaxie souverainiste parce que parfois, il faut remettre ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir de l'adversaire ou de l'ennemi à plat et cet ouvrage traite de l'Union européenne. Il la définit comme un empire post-politique et c'est par rapport à cet angle un peu particulier que j'ai invité l'auteur Max Foucault. Max Foucault, bonjour. Bonjour Pierre-Yves Géron, merci de votre invitation. Donc, m'avait été chaudement recommandé par plusieurs de mes camarades que je remercie, que je n'ai pas le temps que j'ai pas le temps de nommer ici, mais qui se reconnaîtront. Et je votre ouvrage paru aux éditions Ondes Signes prend disons cet angle, en réalité, d'une sorte de l'Union européenne un peu comme une caricature de Fukuyama d'un certain côté, c'est-à-dire une sorte de rêve post-politique. Je dis bien caricature, hein, la pensée de Fukuyama est plus hegelienne, plus dialectique, plus intéressante que ça. Oui. Mais en réalité, ce qui est, si vous voulez, au début, je vous le dis sincèrement, quand j'ai commencé à feuilleter votre livre, je me suis dit: «Est-ce qu'il ne relativise pas le danger et de l'Union européenne?» En réalité, à la réflexion, j vous soulignez quelque chose qu'on ne souligne pas assez, c'est le côté profondément has-been de l'européisme. Parce que d'un côté, c'est saut 1980. Oui, tout à fait. Et ça, on ne voit pas que l'Union européenne, en fait, est le vestige du monde qui se préparait à la fin de la guerre froide, profondément. Oui, Mais je, je ne divulgâche rien. vous avez raison. Comme C'est le c'est un plus sujet un peu abstrait, je vais vous laisser le temps qu'il vous faudra pour déjà qu'on puisse juger sur pièce votre raisonnement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. tout à fait. Merci Pierre-Yves Géron de cette introduction. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques, et donc j'ai essayé de chercher à comprendre, comme tout bon étudiant. Je me suis dit, mais où est le pouvoir? D'où vient le pouvoir? Je me suis dit, c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire qu'en France, toutes les, comment dire, toutes les compétences souveraines qui permettraient de localiser le pouvoir ont fui. Et ce qui est paradoxal, c'est que je me suis dit, mais ce politique-là a fui au profit d'un cadre qui n'a pas embrassé à cette nouvelle échelle les compétences qu'il a extirpées, qu'il a confisquées à la première échelle, qui est l'échelle étatique, l'échelle nationale. Je me suis dit, mais où est-ce passé? Et quel est en fait derrière cela le logiciel? J'appelle ça, je parle vraiment de logiciel, c'est-à-dire qu'est-ce qui a conduit en fait à cette confiscation, destitution du politique, et voilà, quelle est cette logique sous-jacente? Où veulent-ils en venir? Alors j'ai essayé voilà, à travers donc une analyse, je dirais, transdisciplinaire, interdisciplinaire. Donc mon essai est vraiment au carrefour donc, de l'histoire des relations internationales, de l'économie politique, de la philopolitique, du droit international. Bon, je me suis dit, avec toutes ces composantes, on va essayer de comprendre ce qu'est réellement l'Union européenne. Donc c'est d'abord, en fait, pour commencer mon raisonnement, moi, je m'intéresse surtout à la philo, et il y a certains auteurs, d'ailleurs pour la plupart plutôt à gauche, qui m'ont aidé en fait à construire cet essai que vous dites assez abstrait. Vous avez raison, parce que c'est quand même assez conceptuel, bien qu'il y ait une deuxième partie qui soit bien plus empirique, bien plus géopolitique. Je me suis quand même intéressé à certains bouquins qui, en fait, de loin, enfin, n'ont rien à voir avec l'Union européenne, dans le sens où ils ne citent pas l'Union européenne, mais nous permettent de comprendre en fait justement comment elle fonctionne et comment elle participe en fait à cette destitution du politique. Parce qu'au-delà de la question de la souveraineté nationale, l'Union européenne est un espèce de grand projet je dirais, de subtilisation, de destitution et d'effacement en fait du politique derrière une logique purement que j'appelle moi économiciste, managériale, c'est-à-dire que l'Union européenne utilise
une architecture juridique, les traités, la jurisprudence, pour en fait constitutionnaliser une, euh, une logique qui viendra en fait destituer le politique de ses prérogatives, de ses compétences, de ses droits, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de politique, il n'y a plus de communauté. Et s'il n'y a plus de communauté représentée par ce politique, eh ben, c'est le champ ouvert à une gouvernance qui remplace le gouvernement et qui vient appliquer un programme qui est tout sauf enracinée dans la réalité des communautés humaines qu'elle est censée représenter. Je ne sais pas si je suis très clair, Pierre-Yves Rougeron, vous pouvez me dire si c'est un peu abscon ou si vous me suivez. Non, 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 vous inquiétez pas, ça suit, ça suit. Voilà. Donc, je vais citer quelques auteurs. Il y a un livre qui est passé un peu aux oubliettes, que vous avez peut-être lu, qui s'intitule La grande transformation de Karl Polanyi. Ce que j'ai aimé dans ce... Bien sûr, c'est un ouvrage important. Nous, on avait eu, Norman Palma, je profite pour, rendre hommage à un ami regretté. Norman en parlait dans Perspective libre à la fin de sa vie. D'ailleurs, nous, on travaille de temps en temps avec Jérôme Maucourant, qui est un des grands spécialistes de Polanyi en France. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, très bien. Bon, bah, ça me rassure. Et par ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai découvert votre chaîne au moment du Covid, je crois, quand vous avez fait une vidéo sur les boomers qui avait un petit succès à l'époque, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. Parenthèse. Donc, dans la grande transformation, Karl Polanyi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il remonte à la société industrielle pour nous dire ce qui a réellement changé, c'est-à-dire qu'à partir de la société industrielle, on observe en fait un désenchâssement de l'économie du reste de la sphère politique et sociale. Et cette révolution industrielle opère un renversement hiérarchique, c'est-à-dire que ce n'est plus l'économie qui est soumise au politique, mais le politique qui se soumet désormais à la rationalité, à la rationalité économique pure, qui n'accepte aucune forme d'hétéronomie, aucune forme de contradiction. Un de ses élèves aujourd'hui, économiste hétérodoxe, Alain Supiot, a mené un travail intéressant justement sur la gouvernance explique en fait comment s'est opéré ce glissement sémantique en fait du gouvernement, donc des hommes par les hommes, à cette gouvernance par les nombres, c'est-à-dire cette liquéfaction comment dire, de la matière humaine qui peut être rationalisée sous le prisme de l'économie de marché. Enfin, encore un transfuge de la gauche, enfin, c'est des types de gauche, mais qui seraient traités de fascistes aujourd'hui. Je pense notamment à Jean-Claude Michéa. Je pense qu'il a déjà été traîné dans la boue pour ses travaux. Je repense à ses travaux parce que dans l'Empire du Moindre Mal, il fait vraiment le tour de cette société libérale. Il la décrit en fait, il décrit en fait une sorte de pessimisme anthropologique profond. Il nous dit que c'est une société. Comment on ne peut pas bâtir une société lorsque tout est vu à travers le prisme du droit et du marché. C'est-à-dire que ce sont le droit et le marché sont des éléments dissolvants, atomisateurs, qui ne nous permettent pas de créer du commun. Or, justement, l'Union européenne se base uniquement, à la base, qu'est-ce que l'Union européenne? C'est du droit et du marché. Ce n'est pas un État, ce n'est pas une organisation intergouvernementale comme les autres, ce n'est pas une ONG, c'est une espèce d'architecture juridico-normative qui, comme je vous disais tout à l'heure, constitutionnalise les priorités de l'économie pour faire disparaître le politique. Et en fait, c'est vraiment cette prise de conscience-là qui m'a poussé à écrire ce livre, à dire, donc, je vais essayer de décrypter l'Union européenne à travers ce prisme-là. Je pense que si, je crois que vous avez lu mon bouquin, et donc effectivement, si on rajoute à cela la pensée un peu manichéenne parfois à affiner de Carl Schmitt, notamment de Julien Freund, que je cite beaucoup dans mon bouquin, Mmh mh. c'est-à-dire qu'est-ce que le politique, au sens primaire, au sens premier, c'est l'art de désigner l'ennemi. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, Julien Freund, quand il a passé sa thèse à l'époque, son jury de thèse très libéral lui avait dit mais monsieur Freund, le politique, l'art des ennemis, c'est absolument faux, c'est pas vrai. Moi, si je veux pas que vous soyez mon ennemi, vous le serez pas. Par exemple, je veux faire mon jardin, je vous désigne comme quelqu'un qui n'est absolument pas un ennemi. Pourquoi, pourquoi vous deviendrez-vous mon ennemi? Et Freud lui répond de manière basique, il lui dit, mais monsieur, si demain je pénètre dans votre jardin, que je prends une pelle et que je vous frappe, et je lui dis, vous serez mon ennemi, vous n'aurez pas le choix, parce que c'est l'ennemi qui vous désigne comme tel. C'est justement le péché originel de l'Union européenne, c'est qu'elle pense refouler le politique, en civilisant, en disciplinant les relations internationales, alors que ce sont les ennemis de l'extérieur qui nous désignent comme tels. Ce sont, par exemple, ça peut être, alors pour les libéraux, ce sera la Russie, pour les souverainistes, ce serait plutôt une forme d'atlantisme forcené, un certain islamisme rampant qui gangrène de l'intérieur. D'ailleurs,
par le droit. Il y a un très bon essai de Bertrand Saint-Germain qui s'appelle Juridiquement correct aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui explique bien comment, ou alors je pense chez Desclés de Brouwer, j'en finirai là ensuite, comment s'appelle ce professeur de Sorbonne, Jean-Louis Harwell, les droits de l'homme contre le peuple. Voilà, donc l'Union européenne, paradoxalement, en essayant d'effacer l'ennemi, effacer l'altérité, crée une forme de différentialisme interne qui justement accélère cette dissolution de la communauté politique. J'en finis là pour pas qu'on s'éparpille trop, mais voilà, j'ai voulu poser en fait un peu ces bases théoriques pour expliquer comment j'en suis venu à cette analyse. Donc j'ai commencé tout d'abord par un bref tour d'horizon historique que vous, j'imagine Pierre-Yves Rogeron, connaissez par cœur. Voilà, donc en faisant un grand historique, voilà, enfin, léger des traités européens, et essayer de comprendre à quel moment en fait on est passé d'un projet politique et post-politique. Moi, je dis que c'est d'abord la communauté, l'échec de la CED en 54. Voilà, Mmh. mais je vais commencer. Donc, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce que la gouvernance? Donc, c'est un processus, pour bien comprendre les termes du sujet, de remplacement de la loi des hommes, du politique, par la loi des nombres. Il s'agit donc de transposer dans la sphère publique des modes d'administration propres à la sphère privée. Ça rejoint ce que vous dites sur les années 80, ce New Public Management envahissant qui... Voilà, et ça c'est le cœur en fait du logiciel de l'Union européenne tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il faut comprendre ce glissement sémantique du gouvernement vers la gouvernance pour comprendre le projet européen depuis 54, qui est la date de l'échec de la communauté européenne de défense. Donc pour se réinventer, les artisans du projet de construction européenne abandonnèrent une approche donc statocentrée, intrinsèquement politique jusqu'en 54, au profit d'une intégration économique et sectorielle. Ainsi est née en 58, lors de l'établissement des traités de Rome, la communauté économique européenne. Les termes économiques sont posés. C'est-à-dire qu'une fois que les gaullistes et communistes se sont liés contre ce projet en 54 d'une Europe politique, les artisans, les européistes les plus convaincus se sont dit, il va falloir, comme le dit Philippe de Villiers dans son livre, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous l'avez lu, J'ai tiré sur le fil du mensonge, Et et tout tout, est venu. et tout est venu, c'est-à-dire qu'il y a il faut utiliser la technique du voleur japonais, vous voyez, c'est-à-dire vous imaginez que les différentes compétences souveraines représentent plusieurs vases. C'est à partir de là que naît ce qu'on appelle, ce que Monnet appelle la logique des petits pas, et Voilà, de ce que les théoriciens communautaires appellent appellent la théorie de l'engrenage. voilà, exactement. Voilà. Je pense que après, vos fidèles sont assez au fait de ces choses-là, je pense. Non, mais je pense qu'il faut être pédagogique, et c'est très bien, continue. Donc, super, merci. Donc, l'institutionnalisation d'une communauté avant tout économique, dont l'établissement d'un libre-échange intracommunautaire était la pierre d'angle de tout projet commun, témoigne d'abord de deux choses. Donc, un, d'un manque de convergence politique, c'est-à-dire qu'on reconnaît des résistances nationales face à la dilution, face au projet de dilution dans un grand État européen. Et deuxièmement, donc, c'est l'affirmation du marché comme tactique d'intégration impolitique. C'est-à-dire que je reprends là les termes de Schmitt, de Carl Schmitt, qui dit il n'y a pas, il n'y a pas de politique libérale. Il n'y a qu'une critique libérale du politique. On ne peut pas, le libéralisme, par essence, est antipolitique. C'est qu'on mise sur ce pessimisme, sur cette impossibilité de créer du commun. Donc, le marché va venir pallier cette impossibilité anthropologique. Voilà. Donc, déjà, les bases idéologiques sont jetées. Voilà. Dès 58. Ensuite, je saute dans, je vais là, je suis d'abord là sur le conventionnel. Après, je ferai un petit tour par le jurisprudentiel, parce qu'il s'est passé des choses dans les années 60 au niveau du militantisme de l'ancienne CJCE, qui est devenue la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, l'acte unique européen de 86 vient parachever l'inexistence politique de l'UE en instaurant quatre critères anticommunautaires, qui sont les quatre libertés. Donc, la liberté du donc la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, donc qui parachève, je dirais, avant l'heure, cette impossibilité et qui, comment dire, qui rendent visible en fait ce projet au sens apolitique du terme, c'est-à-dire que c'est assumé qu'on ne veut surtout pas faire de l'Europe une communauté politique, c'est-à-dire transférer à l'échelle européenne ce qui a été détruit à l'échelle nationale. Ce qui est assez grave, c'est-à-dire que, je fais une petite parenthèse, mais autant si on voulait reconstruire à l'échelle européenne ce qu'on avait détruit à l'échelle nationale, on se dit, bon, là, c'est une question idéologique, c'est une question d'affect. Mais là, ce qui est encore plus grave, c'est que c'est même pas ça le sujet. C'est qu'on s'est dit, on va utiliser le cadre européen qui n'est pas défini pour dissoudre toute la mosaïque européenne. Vous voyez? Le, alors, à titre personnel, sur ce point-là, je suis en désaccord avec vous.
Ok. Parce que si vous voulez, euh, de dire ce qu'on détruira en France, on peut le donner à l'UE, ce n'est qu'une question émotionnelle. Si vous voulez, si, si vous voulez, si on tue vos parents et qu'on vous donne un tuteur, ce n'est pas une question émotionnelle. Non, oui, Ce n'est pas une question émotionnelle, c'est une question que ce n'est pas parce que vous allez donner un ordre qui n'a pas de légitimité qui ne peut pas en créer la charge de plusieurs identités politiques et économiques qu'il va pouvoir les gérer juste parce qu'il est plus gros. Il y a si vous voulez, l'un des points, l'un des points de la construction européenne, et Roland Huros l'avait magnifiquement démontré dans Les Hauteurs béantes de l'Europe, qui est un des classiques du souverainisme, c'est qu'il y a dans la construction communautaire des sauts intellectuels dans le vide. C'est-à-dire que c'est pas uniquement parce que ça n'a pas été mal fait que ça n'a pas marché. bien sûr. C'est parce que c'était pas faisable. Si vous Ouais, voulez, demain, tous les États arabo-musulmans, on est d'accord, ils parlent la même langue, ils ouais. parlent arabe, ils sont musulmans. Donc ils ont plus en commun que la totalité des peuples européens. Mm. Ils ont la même religion. On va les prendre l'islam sunnite uniquement, hein, ça ne dérange personne. Il y a les 4 écoles juridiques, mais c'est pas non plus infranchissable, et ils parlent la même langue. Ils s'auto-avortent pour une grande union arabe. Ça a déjà eu lieu, je vous rappelle. Ouais, bien sûr. À chaque fois, ça a foiré. Ça a foiré parce que il y a comment dire, des constructions politiques. Si vous voulez, c'est là où le fonctionnalisme a un défaut. C'est que vous ne passez pas uniquement en claquant des doigts d'un dispositif technique à un dispositif technique. Si Mm. vous voulez, un peuple n'est pas une somme de dispositifs techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Donc, ce que je voulais surtout dire par là, c'était que, encore, j'aurais pu comprendre l'artifice intellectuel dans la mesure où on aurait voulu reproduire de manière idéologique à l'échelle continentale. Ce que certains théoriciens communautaires ont voulu faire. Il y a deux écoles, il y a les transnationalistes et les eurofédéralistes. Mais Mm. je trouve que, oui, le terme peut-être affect était pas le bon. C'est vrai que si on prend une référence que j'aime beaucoup, je pense, c'est Maurice Barrès, il parle de la terre et les morts, la patrie, c'est tout sauf quelque chose d'artificiel. C'est quelque chose de charnel. C'est vous vous baladez dans les cimetières de vos villages, c'est pas un concept juridique, la patrie. C'est quelque chose qu'on a dans Nous notre sommes d'accord. voilà, on est d'accord à ce niveau-là. Mais d'un point de vue, par exemple, purement catholique, on aurait pu imaginer, chrétien, voilà, on pense les racines chrétiennes de l'Europe, donc on veut cette espèce de grande Europe sous une grande couronne. Les démocrates chrétiens et leur théorie de la subsidiarité, c'était ça. Ouais, tout à fait, mais là, il y avait au moins quelque chose, on va dire, d'enraciné. Mm. Pas, mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est il peut y avoir ce débat, mais c'est-à-dire que là la question, c'est-à-dire que les artisans de l'Europe depuis les années 60, 50-60, c'est-à-dire qu'ils ne sont même, ils sont plus tellement dans cette perspective-là, ils sont déjà dans une logique post-politique, Mm. transnationaliste, c'est-à-dire on va défaire les États-nations sans créer une nouvelle Europe. Vous voyez? Mm. Voilà. Autant au début, on peut comprendre, on n'aime pas, mais on peut comprendre cette espèce de volonté face à l'histoire, face aux grands ensembles, face à la Chine, aux États-Unis, comme on le dit toujours, face aux BRICS, etc., de se dire, on va créer une civilisation, on va revenir quelque chose de grand du fait des traumatismes, du siècle des nationalités, etc., qui est aussi né d'une construction historique. Donc on se dit, s'il y a une construction historique au 19e, pourquoi pas penser autre chose au 20e puis au 21e, mais la rupture historique inédite, c'est l'abandon du politique. Et ça, aucune civilisation vivante n'a abandonné le politique. Or, c'est le projet de l'Union européenne, en pensant qu'on va discipliner, civiliser les relations internationales. Les termes sont messianiques, vous voyez. Et c'est ça, moi, Oui, surtout, totalement, oui. c'est le cœur de mon année. Je me dis, c'est au-delà de dire, j'ai mené ces travaux à l'université, donc j'ai essayé, je me suis fait griller, mais j'ai j'ai essayé de pas trop dire ce que je pensais. J'ai dit simplement, la question, c'est pas une question, là, en soi, d'affect, c'est une question conceptuelle, juridique. C'est-à-dire que c'est inédit en fait. Il y a une dimension qui est, c'est Mais la révolution. c'est le point où votre essai apporte beaucoup. Voilà. C'est que je pense il y a un point remarquable dans votre essai, c'est d'essayer de faire comprendre
que il y a vraiment quelque chose il y a, si l'Union européenne a apporté quelque chose de nouveau dans l'histoire des idées politiques, parce que objectivement, elle a avant tout démontré l'échec de beaucoup de choses. Elle a démontré l'échec du fonctionnalisme. Elle a démontré elle a illustré comment le fonctionnalisme peut échouer, comment les théories de Burnham peuvent échouer. Euh, c'est une somme d'échecs, assez terrible d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Par contre, il y a quelque chose qu'elle a, euh, qu'elle a amené sous une forme inédite, parce que c'est là où nos analyses divergent très légèrement. C'est que je pense que ce qu'on a appelé à tort les grands totalitarismes, qui pour moi sont deux et pas trois, je mets le fascisme italien à part parce que je trouve que le raccrochement technique du fascisme aux deux grands totalitarismes est assez artificiel. Le, c'est que ce sont des postes politiques. C'est-à-dire que le grand siècle de la politique à l'européenne, du post-Westphalie, des nationalités, etc., c'est certainement le 19e. Et d'un côté, les deux grands ensembles, Union soviétique et national-socialisme allemand, vous répondent, nous allons, de toute évidence, la politique ne marche pas. Les créations de l'acmé politique ne marchent pas, cas typique l'État. On va trouver des réponses qui seront en tout lieu et en tout temps définitives. C'est la dissolution de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que à la fin du communisme technique, il y a l'abolition du droit et de l'État. Ce qui est normal, ils deviennent sans objet dans une société sans classe. Ils ne servent plus à rien, juste parce que l'association va s'y substituer. Dans le cadre nazi, c'est beaucoup plus violent et germanique. C'est l'État ne sert à rien vu que l'instinct, une fois que les problèmes raciaux sont... La politique ne sert plus à rien vu que l'instinct va la remplacer. Il y a un très bon essai d'ailleurs d'un historien, je sais pas, de Johann Chapoutot à ce sujet que je cite dans mon bouquin, sur effectivement le nazisme comme forme dans cette apologie du mouvement Mmh. régénérant et autres. Cette création, en fait, on se rend compte que beaucoup, Heinrich Höhn, notamment, il me semble bien, s'est recyclé dans le management. En fait, beaucoup ont créé. Oui, Donc, c'est dans Libre d'obéir, ça. on avait absolument. Oui, tout à fait. Le... Mais objectivement, alors l'Union européenne a hérité cette croyance qui débute à la fin du 19e et qui vraiment se cristallise après la guerre de 14, que le politique doit être aboli. Les mondialistes américains ne vont faire qu'en hériter, mais vont l'utiliser pour l'impérialisme américain. Point. Si vous voulez, ils vont l'utiliser pour désarmer intellectuellement les autres. Ils vont jamais avoir la bêtise de se l'inoculer à eux-mêmes. C'est pas non plus complètement con. Mais vous voyez, il y a là où il y a une nouveauté européenne, c'est le, un vieux juriste, je ne sais pas s'il est encore en vie. euh, il avait fait un ouvrage assez passionnant qui s'appelait la culture du refus de l'ennemi. Et ils écrivaient ça à deux, tous les deux profs de droit public, le père et le fils. Je ne sais pas si le fils est encore en vie. Et c'est grâce à Christophe Réveillard que j'ai connu ce livre. Et en réalité, il y a quelque chose, vous savez, la grande nouveauté de l'Europe, c'est ça. C'est la culture du refus de l'ennemi. C'est-à-dire que nous sommes post-politiques, mais par une sorte de sacrifice christique et dolosive. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire par l'auto-anéantissement. On va pas anéantir les autres, on va s'anéantir nous-mêmes dans une espèce de grand magma de paix et de marché. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, et vous anticipez justement la suite de mon propos, c'est l'Union européenne travaille vraiment à les totems, enfin, de l'Union européenne, c'est l'indiscrimination, l'indifférenciation. C'est Tout à fait. d'où son, comment dire, son essence profondément libérale. C'est-à-dire qu'il faut niveler, il faut araser. Il ne faut plus qu'il n'y ait d'aspérité ni culturelle, ni politique. Enfin, le politique chapeaute tout ça, mais il ne doit plus y avoir de culturel, il ne doit plus y avoir de différence. Il faut arriver à atteindre un certain métissage global. Tout ça est absolument en fait, logique. Le but, c'est la liquéfaction. Vous voyez? Il faut créer des hommes liquides, une société liquide, et donc l'Union européenne sera cette espèce d'empire normatif, ce catalyseur de normes qui ont vocation à civiliser universellement. Et c'est les plus farouches transnationalistes, libéraux, sont animés par ce projet-là. L'Union européenne, d'ailleurs, n'a pas d'assises géographiques pour eux. Enfin, je vais structurer mon propos en vous lisant ce que j'ai préparé, mais c'est vraiment je dirais la substantifique moelle, et c'est là vraiment l'enjeu, plus que de se dire si c'est plus tel traité que tel traité qui est coupable ou qu'il faut revoir. C'est une question c'est empreint d'une philosophie qui est profondément antipolitique et donc destructrice. Je veux revenir donc à mes moutons. Donc, alors je disais que les biens, services, personnes et capitaux donc sont libres de circuler sans contrainte depuis l'acte unique. Donc l'UE est un grand marché ouvert sur le monde qui s'interdit à l'échelle continentale ce qu'elle a interdit déjà à l'échelle nationale, c'est-à-dire la préférence communautaire. Or, seule une solide préférence communautaire serait de nature à créer un projet politique. Donc, comme je disais, l'indiscrimination, l'indifférenciation entre le dedans et le dehors deviennent des critères essentiels pour la vie et la survie du grand projet post-communautaire. J'allais dire cosmopolitique, mais c'est la même chose. Enfin, cosmopolite, et pas politique, justement. Post-communautaire et post-politique de l'Union européenne. Et Jacques Delors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ses mémoires que j'ai lus, qui sont très intéressantes, hein, on peut les retrouver, il parle de son Pour ceux qui survivent, parce que c'est intéressant, mais disons que c'est légèrement barbant. oui, 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 mais je me suis efforcé là où j'ai compris justement beaucoup de choses. Je suis parti, je savais pas grand-chose, et le fait d'avoir ouvert, oui, j'ai tiré sur le fil sur le fil, alors de certains mensonges, mais j'ai tiré sur le fil tout court. Et effectivement, le fait d'avoir lu un peu Pascal Lamy, d'avoir lu Jacques Delors, un peu Monet, un peu et même voilà beaucoup des- de philosophes antilibéraux, alors plutôt de gauche, ce qui est paradoxal, parce qu'à un moment, moi je suis plutôt de cette école qui pense que le libéralisme est un bloc insécable, on peut qu'artificiellement diviser, au niveau de l'analyse, c'est intéressant de diviser le libéralisme économique et philosophique, mais il ne faut pas oublier que ça vient de la même matrice. Mmh, Voilà. Mais ça, vous êtes, je pense, assez calé sur ces questions-là. je vois à peu près où vous voulez en venir. Tout à fait. Grossièrement, mais je vois. Donc, traité favori donc, pour dissoudre toute substance politique dans un grand marché sans frontières, de manière à bloquer toute emprise du politique sur la construction européenne. Donc, pour dissoudre les États-nations et leur monopole politique, il s'agissait avant tout de liquider purement et simplement la politique, perçue comme l'outil du particulier, du national, au risque de condamner la future UE à l'impuissance. Donc, une commune. Alors, j'ai repris une théorie très intéressante de Régis Debray aussi, que vous connaissez, j'imagine. Il avait dans un essai parlé de quatre piliers fondamentaux pour bâtir une communauté. Et après, vous les citez, on comprendra vraiment pourquoi. Je pense que nos auditeurs comprendront pourquoi l'Union européenne est tout sauf une communauté. Donc déjà, s'il y a un nous, c'est qu'il y a un eux. Donc il faut discriminer, différencier. Le mot interdit, le mot illégal qui vous envoie devant la 17e chambre correctionnelle. Bon, donc le dedans du dehors. S'il y a un nous, s'il y a un eux. S'il y a des pauvres jeunes femmes, des nôtres qui se font embêter dans le bois de Boulogne, c'est qu'il y a peut-être un eux qui, si on avait défini qui peut accéder à une communauté ou pas, n'aurait peut-être pas commis ce genre d'acte. Peut-être que là, vous comprenez aussi ce que je veux dire. Tout à fait. Là aussi, Voilà. grossièrement, mais je vois. Donc, discrimination, différencier. Ensuite, une ascendance commune, c'est-à-dire une généalogie, une, euh, une ascendance, des pères communs. Ensuite, une transcendance, une religion et des mythes. Et enfin, la délimitation d'un territoire, une frontière communautaire. Tout cela est méthodiquement interdit par l'Union C'est dans les européenne. loges des frontières. Ça, c'est dans les loges des frontières, absolument. Il me semble bien qu'il en parle. Ça me semble, c'est fondamental. C'est vraiment sans ces quatre critères essentiels, on ne peut pas bâtir un État, ni une nation, ni une quelconque communauté. Mmh, bien sûr. Là, je reste assez didactique, un peu scolaire, mais si on Non, mais c'est très bien. comprend pas l'Union européenne. Voilà. Donc, je voudrais parler de quelqu'un d'ailleurs qui a disparu, parce qu'il a parlé de préférence communautaire. Vous connaissez peut-être Maurice Allais, qui était prix Nobel d'économie, qui Bien était pourtant sûr.
libéral, hein, c'était pas le premier des bolcheviks ou des antilibéraux. Non, non, il a bien dit, Maurice Allais, que sans préférence communautaire, sans concrétisation d'une union politique, l'Union européenne aurait vocation à être le dindon d'une grande farce mondialiste, c'est-à-dire d'être ouvert aux quatre vents de la mondialisation, une espèce d'espace de pillage pour tous ceux qui protègent leurs intérêts à l'extérieur de notre communauté, c'est-à-dire ceux qui se considèrent comme une communauté organique, c'est-à-dire tout le monde sauf nous. Enfin, nous, quand je dis nous, je parle de l'Union européenne, vous avez bien compris. Donc, cette préférence communautaire, voilà, c'est encore une fois, c'est cette pierre d'achoppement qui conduira, selon lui, à l'effondrement de la zone euro un jour. Peut-être qu'il aura raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Maurice Allais, il a écrit ce bouquin que je vais vous citer, qui est évidemment aujourd'hui trouvable nulle part, qui n'est plus cité, même en économie politique. Hein, j'ai fait quand même des cours d'économie. Personne ne parlait de Maurice Allais. Vous savez, il a disparu des radars. Pourquoi? Pour avoir parlé avec vraiment un spécialiste de cette période-là, il m'a dit il a pris au moment du traité de Maastricht des positions anti-Maastricht. Oui, L'énergie médiatique le fait disparaître des circulants. totalement, oui. On n'a Totalement. pas eu beaucoup de prix Nobel d'économie en France, quand même. Ah, malheureusement, d'ailleurs, on aurait pu garder que lui, hein, parce que le deuxième, ça a été Tyrol. Je suis pas certain qu'il faille s'enrouler par terre. Qui est un bon matheux, mais bon, enfin, faut voir ce qu'il tire de ses propres théories. Oui, oui, allez, là, j'espère qu'en 2025, nous allons pouvoir le publier. On a un ouvrage qui sort sur sa pensée. Vous voulez, ce qui a été fait à cet homme Élide. c'est l'exemple de la cancel culture à la française. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on on efface les gens comme Staline. La seule chose, quand on efface les gens, nos journalistes sont consciencieux. Contrairement à Staline, ils laissent pas les pieds sur les photos. C'est intéressant, ce que vous me dites, ça me fait penser à cet essai de Chantal Delsol, dans La haine du monde, qui expliquait que enfin, ça vous embête peut-être ces digressions, vous voulez que je Non, non, revienne? non, allons-y, allons-y. Chantal Delsol, dans un essai qui s'appelle La haine du monde, euh, elle disait bien que le problème de... En fait, on n'en a pas fini avec cette émancipation, avec ce mythe de l'émancipation. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, l'émancipation, si on la refuse, ce grand mythe, si on refuse, ça conduit plus au goulag, mais simplement c'est d'autant plus insidieux, c'est-à-dire que c'est l'ostracisme. Et ben c'est exactement ce qu'a vécu, Hmm, si on reste triste cette analyse, c'est exactement ce qu'a vécu Maurice Allais. hmm, Voilà, donc c'est très juste. voilà. Et elle est intéressante aussi, Del Sol, Oui, euh, tout à fait. ces sujets-là. Elle a souvent eu raison quelques années avant tout le monde. Alors je disais donc le paradoxe de la mondialisation, donc est selon Danny Roderick, qui est un économiste qui prof à Harvard, hein, pourtant, Hmm, ce qui est, tout à fait. euh, Et qui est un insider total, hein, vu il est de la même tendance, enfin d'une tendance tout à fait proche de quelqu'un comme Joseph Stiglitz. Donc c'est un insider, c'est pas un hétérodoxe strict. tout à fait, il nous transpose un peu, il nous parle du triangle, d'un nouveau triangle d'incompatibilité. On connaît en économie le triangle d'incompatibilité de Mundell. Là, il nous parle du triangle d'incompatibilité, donc de la mondialisation. Il nous dit il est impossible de conjuguer souveraineté nationale, institutions démocratiques et mondialisation économique. Donc, on ne peut que donc tirer la conclusion qu'effectivement, si on veut soi-disant transposer ces institutions démocratiques à l'échelle de l'Union européenne tout en mondialisant, on sait qui sera sacrifié, c'est bien la souveraineté. Donc c'est très important aussi d'avoir voilà, ce triangle en tête. On comprend bien les choix. Très bon rappel. Voilà, donc je pense que maintenant il est temps de passer au traité le plus important, je dirais, de ces 30 dernières années, qui est avant tout le traité de Maastricht, donc qui impose une discipline de fer, c'est-à-dire un pouvoir monétaire séparé du politique. Si vous permettez, je vais vous lire une page de mon livre à ce sujet, qui Mhm. est synthétique. Donc, je parle, donc, pour Alain Supiot, le nerf de la guerre contre la liberté d'action du politique ne repose pas tant sur des indicateurs chiffrés que dans les dispositions à valeur constitutionnelle du traité de Maastricht en matière d'interdiction de financement des États par la BCE. Aucun des objectifs chiffrés fixés par le droit européen n'a été véritablement respecté depuis le traité de Maastricht. La discipline de fer est ailleurs, dans les dispositions du traité de Maastricht qui ont assigné pour unique objectif à la BCE la stabilité des prix et lui ont interdit de prêter aux États. C'est un peu, en fait, on en revient à ce vieux débat des années 20-30, c'est le mur de l'argent. C'est-à-dire que à partir du moment où le politique est dépossédé de cette manière de battre monnaie, il, il est, il est en totale incapacité de mener quelques réformes structurelles.
Mmh. Voilà, donc c'est notamment l'article 63-1 du TFUE, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, donc qui stipule que dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Bon, itemis, c'est fini, le politique est mort à partir de ça. Mmh. Voilà. Donc, voilà, donc paradoxalement, la seule volonté politique initiale, c'est ça qui est paradoxal, on utilise le politique pour consentir à la disparition du politique. C'est ça cette espèce de tour de passe-passe, le sophisme absolu, en fait, je dirais, des grands artisans de la construction de l'Europe telle qu'on connaît. Utiliser le politique pour le détruire. Mmh. Voilà, on en arrive là. Donc, en oubliant le politique, l'UE sacrifie les institutions démocratiques sur l'autel de la mondialisation économique. Donc, depuis l'échec du traité établissant une constitution pour l'Europe de 2005, l'UE institutionnalise son refus catégorique du politique et de la démocratie. Frustrer les partisans d'un super-État européen, abandonnant ensuite définitivement tout projet de consultation démocratique des États souverains pour avancer et achever la construction de l'UE. Donc de toute manière, ce traité constitutionnel était profondément anticommunautaire dans son article 1, 1 alinéa 2, donc ça commence fort. Il est stipulé, donc je vais vous dire ça très rapidement, il est stipulé donc une quantité d'abstractions qui ne permettent pas à l'Union de se définir matériellement, si on se réfère à la théorie des communautés politiques dont on parlait tout à l'heure. Donc, je cite, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, Ouais, c'est un prêche, c'est un prêche, ouais, tout à fait, c'est une un nouvelle prêche. religion, mais qui a, je pense, cette exceptionnalité, pour la première fois, de définir tout sauf ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une Mmh. assise territoriale, communautaire, Mmh. délimitée, se référant à des grands mythes, à des grands Le credo du néant. le credo du néant. C'est pas mal celle-là, je pense que je vais l'écrire, le credo du néant. Voilà, donc là, bon, je fais une présentation assez militante, mais de toute façon, il y a ce n'est pas mon interprétation des faits, ce sont les faits tels qu'ils sont constitutionnalisés aujourd'hui. Vous voyez? Mmh. Non, mais si vous voulez, c'est un vraiment, c'est un voilà, c'est vraiment c'est un livre à lire. C'est-à-dire vraiment, je le recommande parce que c'est une avancée dans le sujet, parce qu'à force, vous savez, on a un souverainisme a fait un tel bloc d'études sur l'UE Sûr. que, quiconque a potassé ce bloc, connaît le sujet à peu près par cœur. Donc si vous voulez, c'est très rare qu'on avance encore. Oui. Simplement parce que, moi je me rappelle quand j'y étais, on connaissait la machine mieux qu'eux. Mmh. La seule chose, c'est que c'est 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 que ce sont des croyants. Donc, alors des croyants dans les 2 mauvais sens du terme. Vous avez le croyant fanatique qui à Bruxelles représente 5 de ce que vous croisez. Vous avez, le faux dévot, 5 aussi, c'est-à-dire des gens qui savent que ça va mal finir, mais qui s'en mettent plein les fouilles, et tout le reste, c'est des LPH, des là par hasard. Donc Ah, résultat, bah, vous êtes profondément dans une religion décadente. Toutes les religions décadentes ont ça, bien des sûr. fanatiques, des faux dévots et des LPH. Bien sûr. Bien sûr, tout à fait, c'était, j'aime beaucoup Jean Grenier qui était le maître d'Albert Camus Oui, dans un l'esprit d'orthodoxie. absolument, vous avez anticipé, l'essai sur l'esprit d'orthodoxie, il dit: «Le propre d'une Non, orthodoxie magnifique. en temps de crise, c'est de se radicaliser et c'est Mmh. juste du fait de cette radicalisation qu'elle va précipiter sa chute». Mmh. Alors, je ne sais pas à quel moment cette chute sera réellement précipitée, je ne sais pas si ça va venir de l'intérieur, du moins de l'extérieur. En tout cas, si ça ne vient pas de l'intérieur, c'est l'ennemi qui nous désigne comme tel, on l'a bien compris. On a Mmh. bien compris que notre D'accord. civilisation décadente, entre guillemets, enfin qui n'est pas non justement, qui n'est pas notre civilisation. C'est-à-dire ce qu'on nous impose, l'ennemi de l'extérieur nous a désignés comme tels. Ils sont Mmh. plusieurs. Alors, sauf que ce qui est terrible, c'est que l'Union européenne considère comme ennemi le seul qui n'est pas foncièrement notre ennemi si on vient pas trop l'embêter, si vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais si vous voulez, elle prend beaucoup de gens comme ennemis, hein. Vous savez, moi, j'étais en commission des affaires étrangères, c'est ce que je dis souvent. Moi, on m'a expliqué qu'il y avait 5 menaces existentielles. Une menace existentielle, c'est une menace mortelle. C'est-à-dire vous devez tirer le premier.
Bon, les 5 menaces, c'était la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Brésil. Moi, je veux bien qu'on m'explique ce que le Brésil, l'Iran et même la Chine, heu, si vous voulez, la Chine, les États européens apparaissent ou disparaissent demain. Si vous voulez, si vous voulez, Xi Jinping, on peut le détester, mais c'est un homme qui se lève tous les matins avec: «J'ai 1,4 milliard de gens à faire bouffer». Donc il a des journées bien remplies, il a pas le temps de s'occuper de nous. Donc si vous voulez, c'est et ce qui est drôle, c'est que c'est un discours qui est réellement un discours de haine. Moi, ce que j'ai entendu aux commissions des affaires étrangères, si vous voulez, quand vous voyez comment sont traités les Serbes, comment sont traités les Suisses! Les Bien. Suisses! Si, c'est bien sûr. Ça, par exemple, j'étais pas prêt, hein. Mais 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 si vous voulez, le problème, c'est que cette violence se traite par l'exorcisme. Ouais, bien sûr, C'est-à-dire, nos ennemis, on va les si vous voulez, c'est, eau bénite, droits de l'homme et le démon sortira. ouais, bien Si sûr. vous voulez, le on ne ce n'est pas que l'ennemi n'existe pas, c'est qu'on va le tuer à coups de bons sentiments. Nounours, bougie, câlin Ouais, tout à fait. et si vous voulez, c'est effrayant, quoi, et c'est pour ça d'ailleurs que dès que l'ennemi ne recule pas devant notre prêche, là, on appelle les otaniens parce que là, faut passer le truc aux professionnels et moi, si vous voulez, j'en ai été témoin à raison de 6 heures par semaine, toutes les semaines pendant 5 ans. Donc si vous voulez, c'est très étonnant à voir. C'est-à-dire, ce sont des prêtres en colère. Mais vous citez le Brésil, vous citez la Chine et cetera et c'est pas un hasard si on les prend en grippe. C'est-à-dire que ce sont tous ces États récalcitrants à notre, messianisme normatif, Mmh, mmh, bien sûr. dire, qui pensent le particulier ou s'ils pensent ils pensent un universalisme décentré. C'est-à-dire, basé sur une sorte de mondialisation multipolaire où chaque pôle va créer un certain équilibre. C'est terrible parce qu'il y a c'est vraiment là on est un peu chez Chesterton en fait dans l'Union européenne. On est encore plus dans ces idées, cette espèce de dévoiement d'un christianisme, c'est-à-dire, sans Dieu, sans charité, Oui, très heu, d'accord. de posture où on qui dégénère complètement, qui devient complètement fou. C'est et donc et à tel point que, ça tombe, je vous prends au vol. À l'époque où j'ai écrit ces travaux, il y a 1 an et demi, il se trouve que en Allemagne, l'alliance, enfin les Verts sont arrivés au pouvoir avec les socialistes Mmh. et ils ont mis une ministre de la Défense, aux Affaires étrangères, je sais plus, Annalena Baerbock et Ouais, quand on Baerbock, ouais. des Grüne, alors je suis germaniste et j'ai fait un effort de traduction un petit peu. C'est du bouge dans le texte. C'est-à-dire qu'on va œuvrer pour la paix, la diplomatie allemande va soutenir les œuvres de paix dans le monde et il parle de diplomatie des valeurs, littéralement, textuellement. Vous vous en Oui, rendez bien compte? sûr, bien sûr. C'est entre ça et Bush, il y a et quelle est la différence, cher monsieur? La différence, l'armée américaine. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez des croisés d'un côté, des croisés châtrés de l'autre. Ce qui est encore pire, parce qu'au D'accord. moins, quand Et vous autre parlez de et autre croisade et que vous avez l'armée américaine, on n'est pas obligé de vous croire saint d'esprit, mais on peut vous prendre au sérieux, mmh, vous voyez? oui, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on a fait une bonne introduction à vos travaux. Enfin, si elle vous convient. Oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Et Mais j'espère que vous nous reviendrez sur, d'autres sujets ou même sur des points précis de celui-là oui, tout à fait, bien sûr. et le lien vers votre livre est sous la vidéo et cher Max, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère qu'on se reverra rapidement Mais avec joie, voilà. et sincèrement, votre livre est à lire, c'est une bonne contribution au débat. Si cette vidéo permet de le faire un peu connaître, j'en serai très heureux. Et mes chers camarades du Cercle Aristote, vous savez comment nous soutenir, c'est en dessous. Et sinon, pour ceux qui ne peuvent soutenir, mais qui suivent, eh bien, c'est rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt, merci Pierre. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.